Bienvenue à cet épisode de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de la voix, je suis malade et ma voix est un peu éraillée, mais je ferai de mon mieux pour être aussi claire que possible. Comme vous l'avez déjà compris, nous nous sommes concentrés sur les femmes, en particulier sur la question des droits fonciers. La terre est un bien vital pour les individus et les communautés du monde entier. Mais dans de nombreux pays, les lois et les normes sociales désavantagent les femmes et les jeunes filles en matière d'héritage, de propriété et de contrôle des terres. L'autonomie économique des femmes est essentielle pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et constitue une condition préalable au développement durable. L'autonomie économique des femmes passe par l'égalité d'accès et de contrôle des ressources et des opportunités économiques et par l'élimination des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. L'accès inégal des femmes à la terre et à la propriété est un obstacle majeur à l'émancipation économique des femmes. Aujourd'hui, la conférencière est Fatih, une Ghanéenne qui s'occupe des droits des femmes et des droits fonciers, et en particulier des veuves. Les femmes peuvent avoir le droit d'utiliser la terre, mais dans de nombreux contextes, ces droits dépendent de leur relation à un homme. Un mari, un père, un frère ou un autre parent masculin. Si cet homme meurt ou s'éloigne, les femmes peuvent être chassées de la terre et de leur maison avec peu ou pas de recours. Fatih abordera également les problèmes liés à l'environnement et au climat, la valeur ajoutée agricole, l'autonomie économique des femmes et la créativité. Comme dans chacun de nos épisodes, la paix est le thème principal. Aujourd'hui, nous entendrons 2 commentaires de méditation sur l'autonomie économique des femmes et la créativité. Nous pouvons créer un espace pour faire quelque chose de beaucoup plus créatif dans notre vie. La pratique du silence ouvre la porte à la paix et dans cette paix, nous nous sentons plus forts. J'espère donc que vous apprécierez cette session. Créativité. C'est l'art de mettre de la nouveauté dans son esprit ses paroles, ses actions et ses relations. C'est une synthèse de tout son être. De toutes ses facultés. Quand on est passé de l'autre côté de l'inutile.
La créativité demande une grande humilité. Et un mélange subtil de passion et de détachement. Tout comme un artiste qui commence sa création en silence, je plonge dans mon monde intérieur où je trouve une ressource illimitée. J'apprécie ma création en silence. Et je me connecte au Créateur de tout ce qui est beau, pur et parfait. L'artiste suprême. L'âme suprême. Parlez-nous du mouvement des femmes et des orphelins au Ghana. D'accord, alors merci pour l'opportunité de partager. Ainsi, le mouvement des veuves et des orphelins a été fondé en 1993 par Betty Ayagiba. Évidemment, c'est ma mère pour ceux qui le savent. Après être devenue veuve elle-même, elle a commencé à prendre au sérieux les problèmes des veuves car en tant qu'infirmière, elle s'est rendue compte que les femmes venaient à l'hôpital et lorsque les médecins leur prescrivaient des médicaments, elles refusaient de les prendre. Certaines d'entre elles étaient suicidaires. Mais même lorsqu'elles étaient à l'hôpital, personne ne venait leur rendre visite. Mais quand elles mouraient, des proches venaient. Et chaque fois qu'elles se rapprochaient d'elles, elles voulaient en savoir plus. Elles se rendaient compte qu'elles étaient veuves. Au départ, l'idée était simplement de rassembler ces femmes pour partager leur histoire et s'encourager mutuellement, mais au fil du temps, elles ont réalisé qu'il était nécessaire d'ajouter des activités génératrices de revenus pour leur permettre de s'occuper de leurs enfants. Et aujourd'hui, nous travaillons sur 4 grands domaines thématiques. Le premier concerne le plaidoyer, où nous plaidons contre les rites déshumanisants du veuvage. Nous plaidons aussi pour l'accès des veuves à la terre et aux ressources naturelles. Nous plaidons pour le travail de soins non rémunérés, la redistribution et la reconnaissance. Le deuxième domaine thématique concerne l'automatisation économique des femmes, où nous soutenons la formation des femmes en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences afin qu'elles créent des entreprises, les développent ou les agrandissent. Ensuite, nous avons le troisième domaine thématique qui porte sur le changement climatique. Et dans ce cadre du changement climatique, du fait de notre situation géographique dans la région du Haut-Est du Ghana, qui se trouve juste au Sahel, nous subissons les extrêmes de tous les phénomènes dus au changement climatique. Nous travaillons donc avec elles pour voir comment elles peuvent mieux s'adapter
à ces conditions climatiques changeantes qui ont des conséquences sur leur vie. Et le dernier est d'aider les orphelins à rester à l'école ou à poursuivre leurs études s'ils ont abandonné leurs études. C'est ce que nous faisons au sein du mouvement. Alors, quel est l'impact du changement climatique sur les femmes de votre région? Alors oui, au cours des 10 dernières années, en particulier dans le nord du Ghana, mais surtout dans le Haut-Est, nos régimes de précipitation sont devenus plus imprévisibles. Vous ne savez pas vraiment quand les précipitations vont commencer ni quand elles finiront. Mais même la fréquence à laquelle elle chute est tout aussi imprévisible. Alors ainsi, chaque année, nous sommes confrontés à davantage d'inondations. Et la plupart des femmes avec lesquelles nous travaillons ont tendance à vivre dans des maisons construites avec de la boue, du sable ou d'autres ressources comme le goudron de houille. Et donc, quand il y a des inondations, ces maisons s'effondrent pour la plupart et les rendent sans abri. Et puis, on se rend compte qu'elles vont d'abord commencer à migrer vers d'autres villes en essayant de trouver des emplois inexistants. Mais aussi, encore une fois, parce qu'elles sont veuves et malheureusement, nous avons ici des pratiques traditionnelles fondamentales qui ne permettent pas aux veuves et aux femmes de posséder des terres. Dans le cas des veuves, même l'accès à la terre devient encore plus difficile parce qu'il y a des mairies qui, pour la plupart, auraient accès à la terre dans une vie normale. Ainsi, les terres dont elles disposent généralement sont infertiles ou les terres les plus sujettes aux inondations. Ce sont les terres les plus sujettes aux ravageurs et aux maladies. Et donc, vous réalisez que tous ces sols pauvres, les inondations, tout cela couplé au régime de précipitation et aux conditions météorologiques imprévisibles, aggrave leur situation. Elles ont tendance à avoir un faible rendement, ce qui affecte leur sécurité alimentaire. Et une fois que vous n'êtes pas à même d'avoir une sécurité alimentaire, vous ne pouvez même pas penser à la souveraineté alimentaire, car vous devez commencer à réfléchir tout d'abord à la manière de remplir votre estomac. Vous n'aurez même pas le luxe de comprendre si la nourriture que vous mangez a un impact sur vous-même, sur vos croyances, sur vos valeurs et tout le reste, vrai? Oui. Ouais. La sécheresse est-elle en cause? Quand il fait sec, c'est vraiment sec. Il n'y a pratiquement rien à faire. Et le Haut-Est est l'une des régions qui connaît les sécheresses les plus longues. Cependant, ici, pendant cette période, la plupart des plans d'eau sont desséchés. La plupart des plans d'eau sont asséchés et les quelques plans d'eau disponibles pour l'irrigation ne sont généralement pas accessibles aux femmes. Ainsi, même les femmes ont généralement des difficultés à accéder à la terre. Les terres situées à proximité d'installations d'irrigation telles que les barrages et les forages sont également considérées comme des terres de premier ordre. Leur capacité à évaluer ces terres est donc très, très limitée. Les femmes sont moins susceptibles d'accéder à ces terres. Ainsi, pendant la saison sèche, les femmes souffrent de la faim. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais en réunion avec certains membres du personnel du service de santé du Ghana et ils disaient que même ces derniers temps, la malnutrition est redevenue très élevée parce que les gens ne sont pas en mesure de bien nourrir leur famille parce qu'ils ne peuvent accéder à la nourriture et tout ça. Donc, oui, nous avons des sécheresses extrêmes qui affectent la plupart de ces femmes et quand les inondations surviennent elles aussi, elles causent beaucoup de dégâts, oui. Quel genre de travail faites-vous avec les femmes en milieu rural? Alors, une partie du travail que nous effectuons avec ces femmes consiste à introduire des pratiques agricoles durables
qui garantissent qu'elles renforcent la fertilité des sols au fil du temps pour leur permettre d'augmenter les rendements au fil des ans au lieu de les voir diminuer au fil des années. Encore une fois, nous introduisons des produits forestiers non ligneux dans lesquels elles gagnent des revenus grâce aux produits que possèdent ces produits forestiers non ligneux. Ainsi, par exemple, avec la cisaille, elles peuvent produire du beurre de cisaillement. Le baobab, nous avons l'huile de baobab, moringa et toutes ces choses. Et une fois qu'elles commencent à gagner des revenus grâce à ces produits forestiers non ligneux, elles sont davantage encouragées à protéger ces produits environnementaux, les arbres et les cultures dont nous disposons. Nous introduisons également des choses comme des poêles à économie d'énergie pour elles afin qu'elles puissent réduire les quantités de combustible qu'elles utilisent à la maison. Voilà donc quelques-unes des choses que nous faisons en matière de changement climatique. Pourquoi avez-vous créé Atara Ghana Limité? Donc, en 2013, effectivement, dans le cadre du projet Empower, j'ai eu l'opportunité d'étudier à l'Institut international Kwedi de l'Université Saint-François-Xavier, où j'ai suivi 2 cours. L'un concernait la gestion communautaire des ressources naturelles et l'autre, le marché et les moyens de subsistance. Et donc, après ces cours, j'ai commencé à réfléchir à la manière de créer un modèle d'entreprise sociale où les femmes avec lesquelles nous travaillons peuvent obtenir un revenu tout en étant respectueuses de l'environnement. En plus de donner la parole à ces femmes au niveau communautaire. Donc aujourd'hui, l'entreprise sociale s'appelle Atara Ghana Limité. Et Atara est un mot Gurunsi qui signifie richesse. Et nous avons choisi le nom Atara parce que nous travaillons habituellement avec des veuves. Et les veuves, celles de nos communautés, sont généralement qualifiées de femmes de malchance. Elles sont considérées comme des sorcières. Les gens les accusent d'avoir tué leur mari et leur famille. Et les gens les accusent d'être responsables de tout le mal qui arrive dans la communauté. Il s'agit donc plutôt de normes sociales, de pratiques et de rites traditionnels qui, en fait, ne sont pas dignes de ces femmes. Et donc, Atara fonctionne essentiellement sur le modèle selon lequel, autant que possible, nous devons nous procurer toutes nos matières premières auprès de ces veuves dans les groupes dans lesquels ces veuves se trouvent. Et toute autre personne qui veut faire des affaires avec Atara est obligée de le faire, de vendre leurs matières premières, d'abord à ces veuves et aux groupes dans lesquels ces veuves se trouvent. Et ainsi, ce faisant, ils sont obligés d'interagir avec les femmes. Et puis, avec un peu de chance, ils commenceront à considérer ces femmes comme des agents de développement et non comme des femmes malchanceuses, comme ils les appellent habituellement. Et donc, pour le moment, nous nous procurons ces 2 matériaux auprès des veuves. Deuxièmement, nous voulons travailler sur les chaînes de valeur qui étaient propres à notre localité, mais aussi sur les chaînes de valeur auxquelles celles-ci, vous le savez, pouvaient facilement accéder. Nous avons donc travaillé autour de ce problème et réalisé que le baobab était l'une des chaînes de valeur auxquelles elles pouvaient accéder, et ces derniers temps, nommer les graines et également effectuer des recherches. L'idée est donc fondamentalement qu'elles puissent mobiliser ces matières premières, puis
obtenir des revenus de l'entreprise sociale pour ces matières premières auxquelles elles ont accès. Par coïncidence, la plupart des matières premières avec lesquelles nous traitons sont disponibles pendant la saison sèche, ce qui se produit généralement lors d'une sécheresse où auparavant, elles auraient migré vers d'autres endroits, essayant de chercher d'autres emplois, mais maintenant, elles peuvent rester et tirer des revenus de l'entreprise sociale en leur fournissant la matière première, mais aussi passer du temps avec leur famille. Vous savez, au début, lorsqu'elles devaient partir, elles laissaient leurs enfants se débrouiller seuls pendant qu'elles allaient chercher de la nourriture. Et puis, en dernier lieu, nous voulions contribuer à la durabilité environnementale. Et c'est pourquoi, pour les chaînes de valeur dans lesquelles nous nous trouvons, nous veillons à ce qu'elles soient en place. Nous faisons consciemment des efforts pour les protéger. En plus, nous, les communautés, avons réalisé qu'elles gagnaient, qu'elles tiraient des revenus de ces produits forestiers autres que le bois d'œuvre. Les communautés protègent désormais les arbres par rapport à ce qu'elles faisaient au début. Alors maintenant, il est très rare de les voir abattre un baobab, sinon plus du tout, car il est très probable que l'arbre soit en train de mourir tout seul. Comparé à il y a quelques années où nous commencions cela, vous réalisiez que les gens voyaient simplement l'arbre énorme et ils se disaient que ça prenait trop de place. Alors, ils disaient « dégageons-le » et plantons autre chose. Et donc, fondamentalement, c'est le modèle sur lequel Atara opère. Considérez-vous l'autonomisation et la créativité comme des valeurs importantes dans ce travail? Oui, donc pour moi, l'autonomisation et la créativité sont très essentielles au travail que nous faisons. Et même pour nous, nous avons dû apprendre au fil des années à faire preuve de créativité dans notre façon de faire. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons organisé une formation et nous sommes engagés auprès de certains chefs traditionnels à faire pression pour que les femmes aient accès à la terre pour les veuves. Les chefs traditionnels ont opposé une forte résistance car ils ne comprenaient pas pourquoi nous voulions changer une tradition qu'ils avaient depuis tant d'années. Puis nous avons réfléchi à la manière de faire en sorte qu'ils deviennent fiers de donner des terres aux veuves et à des fins agricoles. Nous avons donc décidé de commencer à récompenser les chefs, c'est-à-dire les chefs et les propriétaires fonciers qui fournissent des terres aux veuves à des fins agricoles. Et une fois que nous avons commencé, chaque année, nous récompensions au moins 1 ou 2 chefs et chaque fois que nous nous rendions compte que lorsque d'autres pensaient que cela se produisait, ils devenaient plus intéressés. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à fournir davantage de terres aux veuves. Et donc, si vous n'êtes pas créatif, vous ferez face à de la résistance. Et vous savez, fondamentalement, la majeure partie du travail que nous effectuons en matière d'autonomisation concerne le changement. Et donc, il s'agit d'essayer d'équilibrer les pouvoirs. Et quand les gens ont le pouvoir depuis si longtemps, évidemment, il leur est difficile de libérer une partie de ce pouvoir. Il est donc important que nous introduisions l'innovation de manière à ce qu'elle soit passionnante, de telle manière que même ceux qui sont privés de pouvoir se sentent responsabilisés d'une manière ou d'une autre. Mais les gens eux-mêmes qui n'ont pas eu le pouvoir depuis si longtemps, qui sont pour la plupart des femmes, ont également besoin de changer d'avis et de dire « je peux le faire, je le mérite parce que je suis un être humain ». Vous savez, c'est pourquoi pour nous, la créativité et l'autonomisation sont essentielles, en particulier dans un environnement où le patriarcat est très élevé. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas pourquoi une femme devrait faire certaines choses. Vous savez, quelqu'un a dit cela, il voit l'idée selon laquelle une femme est l'égale d'un homme
comme une approche radicale à laquelle ils veulent surtout résister. Nous devons donc toujours réfléchir à la manière dont nous pouvons innover dans ce domaine pour garantir que nous automisions les femmes avec lesquelles nous travaillons réellement. L'initiative Peace Drops fait-elle une différence pour vous et pour les projets comme la Grande Muraille Verte? Cela fait une grande différence car le travail que nous faisons peut être déprimant. On y met tout ce que l'on peut. Et parfois, vous n'obtenez même pas un seul succès, vous savez. Et donc, ça peut être déprimant. Et donc, tout d'abord, savoir que vous n'êtes pas seul dans cet espace, dans cet environnement, savoir simplement que les gens pensent à vous, c'est énorme. Savoir que vous êtes aussi important pour quelqu'un. Oh oui, de plus, le fait d'être considéré par d'autres personnes contribue grandement à faire la différence. Je dis aux gens, il y a des jours, je me demande, est-ce qu'on change vraiment quelque chose? Est-ce qu'on perd notre temps? Nous pourrions aussi bien courir après tous les gros sous, mais la passion nous anime, et même si la passion nous anime, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas déprimés. Cela ne veut pas dire que nous ne déprimons pas. Et la plupart des gens dans cet univers ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Il arrive parfois que vous n'ayez même pas le temps. Et les gens vous prennent simplement d'énergie. Et il n'y a ni espace ni temps pour vous ressourcer. Donc, le simple fait de savoir que vous avez des supporters derrière vous, vous avez des gens qui apprécient le travail que vous faites, oui, cela contribue grandement à nous encourager et à nous inciter à faire ce que nous faisons. Alors, oui, c'est très, très important. C'est très, très important. Je m'assois confortablement afin que pendant les prochaines minutes, je puisse réfléchir et expérimenter mon pouvoir intérieur. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Tout en focusant sur ma respiration, je me concentre sur le soi. En ce moment, je choisis d'être moi-même, celui qui est à l'intérieur, celui qui est derrière mes yeux et mon visage, celui qui est dans ce corps, mais qui n'est pas mon corps. C'est l'être intérieur, celui que personne ne peut voir, mais celui qui pense, ressent, se souvient, décide, le vrai soi. Comment puis-je me donner du pouvoir à moi, l'être intérieur, l'être de lumière et d'amour qui existe à l'intérieur du corps? Comment me donner du pouvoir? Je me donne du pouvoir en prenant conscience de qui je suis et des ressources intérieures dont je dispose. Lorsque j'en suis conscient, je peux y accéder.
Je peux les utiliser lorsque j'en ai besoin. Quand cela se produirait-il? Lorsque je veux me défendre contre toute forme de négativité, qu'il s'agisse de désespoir, de chagrin, de colère, de peur, de jalousie, de stress, et ainsi de suite. Tout d'abord, je me détends et je deviens silencieux. Lorsque je pense à la paix et que je ressens le silence à l'intérieur de moi, je deviens calme et tranquille. C'est mon premier pouvoir intérieur, la capacité de retourner dans mon espace intérieur où je me sens léger, paisible et fort. Tout comme la tortue qui retire ses organes lorsqu'il y a un besoin, je peux le faire aussi pour me protéger, me reposer et me renforcer. Je vais à l'intérieur. Maintenant, je me laisse expérimenter ce sentiment d'aller à l'intérieur. Pour cela, je me souviens que je suis l'être intérieur, l'énergie de lumière, de paix et du pouvoir intérieur. Je suis un être paisible et puissant. Je me donne du pouvoir afin de répondre à toutes les situations avec compréhension et compassion. Et je ne me laisse pas influencer négativement. J'ai le pouvoir de tolérer. Je peux tolérer les situations adverses ou désagréables lorsque je sais que toutes les choses vont et viennent, qu'elles changent. Lorsque j'accepte tous les gens tels qu'ils sont, je les accepte en comprenant qu'ils jouent simplement leur propre rôle du mieux qu'ils peuvent. Et je les laisse faire. Je reste fidèle à moi-même, à ce que je suis vraiment. Et je sais que quoi que je fasse, j'en recevrai les fruits. Alors, comme un arbre, je me tiens debout, respectueux et généreux dans toutes les situations. Je suis un être tolérant et puissant. Le pouvoir du soi n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Maintenant, sur l'écran de mon esprit, j'imagine la terre et le peuple du Sahel. En tant qu'être paisible et tolérant, mon cœur grandit et les embrasse tous avec mes pensées pures et mes bons souhaits. J'ai changé. Je suis puissant et de cette manière, je suis capable et prêt à les servir. Je leur envoie ma lumière, mon amour et mon pouvoir. Merci de votre attention. Quel récit inspirant que celui de Fatih. Merci à David d'avoir fait ressortir ces joyaux d'informations. Je dois également remercier les créateurs de ces belles méditations et à quel point nous devenons
spirituelle. L'autonomie économique n'est pas une armure externe. C'est une précaution de sécurité. Devenir indépendant et autonome est un pouvoir intérieur que nous pouvons laisser émerger à tout moment pour nous aider à faire face à des situations difficiles. La créativité a beaucoup à faire avec notre niveau spirituel. Plus nous grandissons dans notre spiritualité, plus nous sommes capables de développer la créativité dans les relations avec les autres et dans toutes circonstances. Une fois de plus, merci de vous être joints à nous et nous espérons vous revoir le mois prochain pour un autre épisode de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. À bientôt.